Bonjour, je m'appelle Pierre Empelé, également connu sous le nom de Pamboy, et voici un nouvel épisode des podcasts Givenchy Conversation. À l'instar des premiers invités incarnant la Gentleman Society, nous continuons à mettre en lumière des talents que nous admirons pour leur passion, leur engagement et l'impact positif qu'ils ont sur les autres. Aujourd'hui, je suis accompagné de Camélia Jordana, une artiste aux multiples talents. Personnalité généreuse et passionnée, influencée par son héritage multiculturel, elle est à la fois chanteuse, actrice et réalisatrice et multiplie les collaborations artistiques. Lauréate des prestigieux Césars et Victoires de la musique, elle est reconnue pour sa créativité qui parle aux nouvelles générations. Bonjour Camélia. Bonjour. Quelle présentation, dis donc. Mais tu mérites cette présentation. Merci, écoute. c'est très gentil. Merci. Alors on va commencer par une question sur la masculinité. Ouais. Quelle est ta vision de la masculinité ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est tellement riche. C'est difficile de répondre simplement à cette question. La masculinité, déjà, ce que je trouve très important, c'est que autour de ce terme, de cet archétype, de ce concept, de tout ce que ça englobe à notre époque, de toute l'histoire que ça incarne, enfin, c'est très dense, quoi. Ce qui m'intéresse, en tout cas, aujourd'hui, c'est le questionnement qu'il y a autour de ce terme. Déjà, ce que je trouve magnifique, c'est que, bon voilà, on vit à une époque où la masculinité est interrogée. La masculinité est plurielle. Moi, ça fait quelques années que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, j'essaie de lire beaucoup, d'écouter beaucoup de podcasts, justement, qui traitent de ce sujet-là. Et c'est assez marrant, par exemple, de me rendre compte, tu vois, c'est un peu... Enfin, c'est marrant de me dire, par exemple, que depuis peu, je peux trouver des personnes qui se présentent comme des femmes viriles. Oui. Alors que la virilité, c'est quand même une chose qu'on a toujours attribuée à la masculinité. En tout cas, moi, j'ai grandi plutôt avec une éducation comme ça, que ce soit dans l'intimité, tu vois, dans la famille ou à l'extérieur, dans la société. Donc, c'est vrai que c'est très dense. En tout cas, je dois dire que ce qui, moi, m'intéresse dans la masculinité contemporaine, c'est justement le fait qu'elle puisse être en mouvement et qu'elle soit pas figée. Ça, c'est sûr. Super réponse. C'est vrai que pluriel, en mouvement, c'est exactement ce qu'aujourd'hui la masculinité représente pour beaucoup de personnes et qu'on doit continuer de pousser aussi. Qu'est-ce qu'un gentleman selon toi ? Est-ce que c'est celui qui ouvre la porte pour Pas nécessairement. pour te laisser passer ? Ça peut, mais je dirais surtout, en fait, un gentleman, ça peut évidemment être masculin. Moi, en fait, je crois que c'est une chose que je pourrais dire aussi d'une femme, en fait. La gentleness, c'est quand même à la base la gentillesse. Et en fait, je crois que la gentillesse, c'est une qualité qui est vue étonnamment, peut-être plus en France, je sais pas, mais c'est une sensation que j'ai comme ça, presque comme une qualité qui a perdu un peu de sa valeur, tu sais, qui a un peu... qui a un peu d'érosion, quoi, ouais. Tu vois, qui est vue comme une chose... je trouve que c'est quand même une qualité extrêmement importante. Et justement, c'est une qualité chez le masculin qui, pour moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps dans ma vie, n'était pas une chose non négociable et qu'il est devenu. Donc, un gentleman, je dirais que oui, si on doit dire que c'est un homme, en tout cas, oui, c'est une personne élégante, en fait. Une personne élégante. Et donc, je pense que l'élégance passe évidemment par la gentillesse, en fait, l'attention. L'élégance de l'esprit. Exactement, l'élégance de l'esprit, du care de l'autre, tu vois, d'anticiper, d'avoir des attentions. Ouais, je crois que ça passe par là pour moi. Et c'est une qualité honorable et donc ça m'amène à ma prochaine question. Quelle est ta définition de l'honneur ? Je crois que ma définition de l'honneur, c'est forcément lié à la dignité. Et pour moi, la dignité passe inévitablement par deux choses qui sont, enfin peut-être même trois du coup, le respect de soi, le respect de l'autre et la loyauté envers l'autre. Je me suis rendu compte très récemment dans mes relations, qu'elles soient intimes, professionnelles, que en fait la loyauté, c'est vraiment une chose à laquelle je n'arrive pas à déroger.
Alors c'est marrant, j'en parlais récemment, mais je parlais à quelqu'un qui me disait non, la loyauté quand même, c'est trop extrême comme terme, parce que pour lui, il y avait une chose derrière qui était presque de l'ordre de la servitude absolue, tu sais. Alors que pour moi, et du coup, on a vérifié ensemble la définition pour être certaine, parce que je me suis dit, mince, faut pas que je dise des choses comme ça, du coup, si c'est vraiment ça la définition qu'on entend. Et en ayant vérifié, en fait, derrière la loyauté, il y a juste la notion d'honnêteté et de droiture. Et je pense que l'honneur pour moi, ça passe vraiment par ça. J'ai une éducation avec des parents très droits, un père notamment très très droit. Vraiment, la droiture, je peux pas déroger à ça. Droiture, loyauté, honnêteté, est-ce que ce sont les valeurs qui t'animent toi ? En tout cas, c'est vraiment des valeurs, oui, je crois que ça fait partie intégrante de l'éducation que j'ai reçue dès le berceau, en fait, quoi. Donc c'est vrai que ce sont des peut-être même pas des traits de caractère, mais oui, comme tu dis, des valeurs auxquelles je suis très sensible. Et c'est la raison pour laquelle, quand je tombe sur des personnes que je considère loyales, c'est des personnes généralement par lesquelles je suis touchée instantanément et que j'ai envie de garder, avec lesquelles j'ai envie de développer des liens. Parce que malheureusement, ce ne sont pas des qualités que l'on trouve de manière générale et récurrente. Ce sont pas des qualités qu'on trouve toujours chez les gens, je crois. Et pour moi, elles sont vraiment précieuses et essentielles. Ouais. Comment ces valeurs-là ont forgé la personne que tu es aujourd'hui ? Je pense que ce sont des valeurs qui, malheureusement, m'ont un peu joué des tours, du coup, parce que ça fait que parfois, j'ai un peu du mal à laisser dire des choses devant moi, autour de moi, tu vois, dont je suis témoin, qui me paraissent soit pas honnêtes, soit pas droites, soit pas justes, en fait. Donc, ça peut aussi me jouer des tours, mais j'apprends. Avec le temps, je grandis, je vieillis tranquillement, et donc j'apprends à lâcher prise quant à ces valeurs-là. En tout cas, quant au fait de devoir signifier que je ne suis pas en accord avec une chose que j'entends qui me paraît pas juste, pas droite et pas honnête, quoi. Mais en tout cas, oui, du coup, de fait, ce sont des valeurs qui font celle que je suis, je crois. Tu dis que tu vieillis. Est-ce que tu dirais aussi que tu deviens peut-être plus sage ? Et donc, je vais te demander qu'est-ce que tu dirais à ton moi plus jeune ? Déjà, je lui dirais calm down, ça va bien se passer. et puis, je lui dirais oui, en effet, qu'en fait, il faut choisir ses combats et que pour pouvoir faire évoluer les choses, c'est important d'intégrer les choses et donc d'apprendre à comprendre comment est structuré un système. Oui. Pour pouvoir essayer de le faire évoluer. Parfois, en fait, c'est vrai que, pareil, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, la franchise, c'était pas une chose qui rassurait forcément les gens. Or, moi, c'est une chose dans ma nature qui me rassure énormément parce que je crois que, voilà, moi, quand on me dit les choses, déjà, j'ai besoin de les comprendre, d'être sûre que j'ai bien compris d'un bout à l'autre. Et quand c'est le cas, du coup, je suis rassurée parce que pour moi, les choses sont claires. Or, il y a des gens pour lesquels c'est un peu violent, en fait, quand on dit les choses de manière claire comme ça. Il y a des gens pour qui c'est un peu trop frontal, pour qui ça peut Enfin, voilà, ils peuvent être bousculés, ils ou elles peuvent être bousculés. Et ça, c'est une chose que je dirais à ma moi jeune. Je lui dirais tranquille, en fait. Pas tout le monde est fait comme toi, pas tout le monde est fait comme ça. Et donc, il y a des fois où il faut apprendre à peut-être faire preuve de plus de souplesse, dire les choses petit à petit, les faire comprendre d'une certaine manière plutôt qu'une autre, pour en fait mieux les faire comprendre et arriver mieux à être dans un lien apaisé qui évolue, plutôt que de dire les choses de but en blanc, parce que pour moi c'est naturel, mais pour d'autres gens ça l'est moins, en tout cas pas sous cette forme-là, quoi. Ça, je comprends tout à fait. Alors en toute franchise, quel est ton message au monde ? Quel message tu voudrais adresser au monde ? Il y en a pas mal, mais sans rentrer dans des trucs où on enfonce des portes ouvertes avec l'amour, la paix dans le monde, la fin de la guerre et tout ça. Je pense que l'air de rien, mais pour quand même pouvoir avoir ça en fin de parcours, je crois profondément que la clé passe par l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est très difficile. C'est le travail d'une vie, parce qu'en plus, on évolue toute la vie. Et donc, déjà, c'est le travail d'une vie de déconstruire toutes les choses par lesquelles on a été pollué pendant l'enfance, quand on a été projeté dans le monde en dehors de la cellule familiale et tout ça. Mais en plus de ça,
comme on est nous-mêmes changeantes ou changeants, en fait, c'est comme dans une relation avec quelqu'un d'autre. En fait, faut nourrir cet amour-là, faut en prendre soin, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment le travail d'une vie et puis apprendre à se connaître, apprendre à connaître son cerveau, en fait. C'est un vrai privilège dans la vie de pouvoir avoir accès à des professionnels qui nous apprennent comment rencontrer son cerveau, comment comprendre la manière dont il est structuré et du coup, apprendre à déconstruire certaines choses, à en accepter d'autres, à évoluer avec certaines et tout ça. Mais voilà, je crois sincèrement... malgré le fait que ce soit un privilège, parce que oui, c'est un privilège d'avoir accès à certaines pratiques, et je pense que c'est essentiel pour aller bien dans la vie, pour apprendre à s'aimer soi, et donc pour être un peu plus peinard avec le monde extérieur, je crois. Bien sûr. Et on se projette dans 20 ans. Quelle est la chose que tu aimerais apprendre sur toi ? C'est pas facile ça comme question. Alors, mais c'est une très bonne question par ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que dans 20 ans, j'adorerais avoir fait un ou plusieurs films de fiction. Dans 20 ans, j'aimerais me dire que j'ai réussi à tenir une certaine ligne dans la sincérité de mes projets. Très belle réponse. Merci. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot pour le coup de tenir cette ligne-là. Et ouais, j'aimerais bien me dire que dans 20 ans que j'aurais tenu ça. Ouais. Je reviens sur tes récompenses. Elles t'ont donné confiance en toi. T'es superbement lookée. Quel est ton rapport à la mode ? Le rapport que j'ai à la mode est assez important, je dois dire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai la chance que cette industrie m'ait acceptée et m'ait ouvert la porte il y a 4-5 ans maintenant. Ce qui est une grande chance, je dois dire. Mais donc, écoute, à l'époque du César, en fait, j'ai eu la chance que les gens de cette industrie, que certains créateurs, certaines créatrices commencent à s'intéresser sérieusement à mon parcours, à ce que je défendais comme discours, aux causes qui me touchaient, à ce que je racontais dans mes chansons, aux histoires que j'avais envie de défendre dans les films, les personnages que je voulais incarner et tout ça. Et du coup, franchement, c'était une expérience dingue. C'est un monde qui m'intéresse. C'est une manière de créer qui m'intéresse beaucoup. Quotidiennement, je vais voir le travail de certains créateurs, certaines créatrices, les campagnes, la manière dont c'est traité, les artistes avec lesquels ils ou elles font des collaborations. Et en plus de ça, pour moi, la mode, enfin, de manière un petit peu plus intime, indépendamment de cette industrie, de la manière dont c'est créé et tout ça, j'avoue que moi, j'ai un rapport très intime, en fait, à ça, parce que, si tu veux, quand j'étais au lycée, non, même au collège, j'allais faire les puces de Hier les Palmiers, et je revenais avec des pantalons, avec des talons, des chaussures, des escarpins d'époque. Je chopais des valises hallucinantes. J'avais mes Wayfarers sur le nez et les gens me regardaient genre, mais qu'est-ce que c'est cette créature, tu vois? Vraiment, j'ai toujours aimé m'inventer un monde avec mes vêtements. Et aujourd'hui, bon, je suis peut-être un petit peu plus rangée qu'à l'époque. Mais c'est vrai que d'un jour à l'autre, j'adore passer d'un style à l'autre et me raconter mon histoire et me servir de mes vêtements aussi parfois comme d'une armure en fonction des rendez-vous qui m'attendent dans la journée et tout ça. Donc, non, j'ai un vrai rapport à la mode, on va pas se mentir. Oh, c'est super que tu dis ça, puisqu'en plus, un des pouvoirs de la mode, c'est ce pouvoir d'expression et de se présenter au monde. On peut faire la même chose avec un parfum. Quelle est, toi, ta vision du parfum ? Comment tu l'utilises et est-ce que c'est aussi important pour toi un parfum qu'une tenue ? Alors oui, pour moi, le parfum, c'est ma première armure. Pour le coup, j'évoquais cette notion-là. C'est mon premier bouclier dans le sens où le parfum moi, que je porte, c'est un parfum que je porte non pas pour dégager cette odeur-là, mais plutôt pour l'avoir avec moi et la porter et qu'elle m'accompagne toute la journée. Et c'est la première chose que je fais, en fait, que je sors de la douche, mon parfum. C'est non négociable. Il m'arrive même en retard de remonter chez moi si j'ai oublié de le mettre parce que j'étais allée en speed et tout ça. Et ouais, c'est vraiment... c'est la première chose qui m'habille, en fait. Et c'est la chose avec laquelle, peu importe où je suis, peu importe ce qui se passe, j'ai un morceau de mon intimité, de mon identité avec moi qui ne peut pas bouger, en fait.
Et ce qui est hyper important pour moi, parce qu'en effet, je fais un travail que je monte sur scène, en fait. Faut l'air de rien, faut être un peu paré. Quand tu te retrouves face à des gens qui te regardent, qui ont payé leur ticket, qui disent « Allez !» qui disent « Bon, et alors maintenant, en vrai, qu'est-ce que ça donne ?» Ou quand tu vas sur un plateau de cinéma et que tu deviens une autre femme, qu'il y a toute une équipe technique qui te regarde en train de faire tes trucs. Ou encore une fois, pareil, tu vois que il y a une notion de transformation quand même dans mes différentes casquettes, sous mes différentes casquettes, qui est vraiment très importante, qui est très ludique et qui est l'une des choses que je préfère dans mes métiers différents, dans mes différents métiers. Mais c'est vrai que du coup, le parfum, c'est vraiment l'endroit où, voilà, il reste un petit bout de moi comme une protection, quoi. Donc c'est rassurant, un parfum. Exactement, c'est très rassurant. Est-ce que tu aurais des souvenirs olfactifs à partager avec nous? Écoute, j'en ai un qui est très important pour moi, qui est à chaque fois, les rares fois où j'arrive à dégager du temps dans mon emploi du temps pour descendre dans le sud. Parce que je suis née à Toulon, j'ai grandi entre la Landéhière et Toulon et ce coin-là. De la Côte d'Azur, j'ai eu cette chance extraordinaire. Et vivant à Paris, avec le rythme de vie que j'ai, ma famille du coup est toujours dans le sud, donc j'essaie de descendre le plus possible pour pouvoir les voir. Et c'est vrai qu'avec ce rythme de vie parisien, dès que je descends dans le sud, avant même de voir ma famille, vraiment, il y a l'odeur du sud. L'air, en fait. L'air du sud, l'air des pins, l'air de la mer qui est pas trop loin. Et vraiment, cette odeur-là, elle a un pouvoir sur mon état intérieur, mais qui est instantané. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'eau de mon corps, tu sais, qui s'aligne aux vibrations du sud instantanément. C'est magique et c'est une odeur qui m'est précieuse. Et ce qui est formidable, c'est que ça, je sais que c'est une odeur qui bougera jamais a priori. Oui. Encore une fois, j'ai mon éco-anxiété qui s'agite, mais voilà, je sais qu'en tout cas, il y aura toujours cette petite différence entre l'air parisien qu'on respire et cet air du sud qui est aussi en fait l'air de l'enfance, quoi, je pense. J'adore cette réponse je sens beaucoup d'amour pour le sud. Ouais. Donc, je vais te demander évidemment quel est le parfum de l'amour pour toi? Ah, le parfum de l'amour, je dirais le parfum de la peau. Je pense que ce soit l'amour pour un enfant, parce que moi je suis dans une culture, je suis issue de plusieurs cultures, mais notamment dans la culture d'Afrique du Nord, arabe d'Afrique du Nord. Vraiment, les enfants sont considérés comme des anges et sont considérés comme les êtres les plus précieux, vraiment. Et donc, je crois que l'amour le plus grand qu'on puisse ressentir dans cette culture-là, dans ma culture, c'est dans l'une de mes cultures, c'est l'amour pour les enfants. Et c'est vrai que je me dis, voilà, que ce soit l'amour pour un enfant, l'amour que j'ai pour ma mère ou pour mon père ou pour ma sœur, mon petit frère, l'amour de l'être aimé, l'amour sensuel d'un amant, l'amour de mes amis. Enfin, je pense que toutes les personnes qui me sont chères, je suis très sensible aux odeurs depuis petite, vraiment. Je pense que je connais l'odeur de la peau de chaque personne qui m'est chère, quoi. Ah oui. Donc ouais, je dirais l'odeur de l'amour, pour moi, c'est l'odeur de la peau, ouais. Et est-ce que c'est aussi l'odeur du bonheur? Je pense. L'odeur, le bonheur, je crois pas à une identité propre du bonheur. Je crois que le bonheur, c'est des instants où on a le sentiment... j'avais une amie qui appelait ça les karma points. Tu sais, où tu sens que chaque chose est à sa place, en fait. Et on retombe sur l'eau du corps, tu sais, qui vibre, tu sens que t'es aligné et que les choses sont toutes alignées ensemble. Un peu comme quand on joue de la musique sur scène et que tout le monde respire en même temps et qu'il y a une espèce de truc où ça groove, tu sens que les gens, ils sont en train de kiffer. Enfin, il y a un truc où, voilà, tout le monde respire ensemble. Et pour moi, les moments de bonheur, ce serait ça. Donc, je crois que l'odeur du bonheur, du coup, elle est peut-être multiple. Ce serait l'odeur d'un souffle, voilà, pour que tout respire en même temps. L'odeur d'un souffle. L'odeur d'un souffle. Alors, on va parler création et inspiration. Comment ton art a-t-il impacté positivement les personnes autour de toi? Il y a une chose qui est assez extraordinaire avec ce métier, je dois le dire, et j'en parlais à nouveau il n'y a pas longtemps. C'est que je crois qu'on fait le métier d'artiste dans la vie, en tout cas comme j'ai l'impression, moi, de le projeter et de le vivre, parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que je pense que c'est un
un choix de vie qu'on fait, mais qu'on fait pas vraiment, dans le sens où je crois que quand on est artiste parce que c'est la seule manière qu'on a de vivre, en fait, de survivre, en fait. C'est la manière qu'on a trouvée de pouvoir exprimer le chahut intérieur permanent. Et en fait, je crois que du coup, ce qui est sublime avec ce métier d'artiste, c'est qu'en fait, on extériorise ce chahut intérieur permanent, mais qui peut être un chahut joyeux et lumineux. Hein. C'est pas forcément sombre et dur, ça peut l'être, mais pas que. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on a ce besoin, je crois, de dire les choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc on le fait à la base pour soi, parce qu'avant d'avoir un public, la première fois, avant de rencontrer son public, quand on a écrit des chansons et des chansons et des chansons, ou qu'on a écrit des films et des films et des films, avant qu'il y en ait un qui se fasse vraiment et qu'il arrive à toucher le public, les choses, on les a faites pour soi, on les a pas faites en se disant il faut qu'elles arrivent à quelqu'un. À la base, on les a faites parce qu'il y avait ce besoin qu'elles soient dehors. Et ce qui est extraordinaire avec l'art, c'est que c'est fait comme un soin à soi, et qu'en fait, quand ça arrive à l'autre, ça le soigne aussi. Du coup, c'est ce qui est extraordinaire, je crois, avec le métier d'artiste, c'est que finalement, le concept même de cette boucle, qui est ce qu'elle est, enfin, elle ne peut pas être autre, je crois. Est-ce que c'est une thérapie de groupe ? Ouais, exactement, c'est très juste. Je crois que l'art fait ça. Je crois que l'art, c'est une espèce de thérapie de groupe. Et quelles sont les personnes, toi, qui t'inspirent dans la vie de tous les jours ? Mais je crois que les femmes, en général, vraiment, de jour en jour, mon admiration, mon amour et ma tendresse et mon respect pour les femmes vraiment grandissent à vue d'œil, quoi, parce que je trouve que les femmes sont des êtres absolument extraordinaires, qui vivent des choses surhumaines, quotidiennement, de manière consciente ou non d'ailleurs. Et le tout en accomplissant des choses avec une force et une sagesse qui, moi, m'épate, vraiment. Ouais. On va parler un petit peu de musique. Oui. Quand et comment l'impulsion créative apparaît-elle au début d'un projet ? Alors, je pense que ça dépend. Me concernant, par exemple, je vois mon 3e album, Lost, ça a été un cri du cœur. Tu en parlais de cette création de survie. Ça a vraiment été le cas. Il y avait trop de choses, j'avais trop de choses en dedans qu'il fallait que je sorte. Et ça s'est avéré être cet album-là, très engagé, influencé par beaucoup de musiques très différentes les unes des autres. Ça allait de la soul au hip-hop, à la musique traditionnelle mauritanienne, congolaise, enfin vraiment algérienne. Il y avait vraiment beaucoup de choses très différentes. L'album d'avant, mon dernier, le 4e, qui est un double album, il y avait une partie qui était pop parce que justement, en fait, ce 3e album que j'ai adoré faire m'avait tellement coûté en énergie, en charge mentale, en combat pour qu'il existe, parce que c'était pas du tout un album populaire et que j'avais des partenaires qui, eux, travaillaient des projets populaires, donc ça a été un projet vraiment très difficile à porter à bout de bras pour moi pendant 4 années. Enfin, vraiment, c'était très fastidieux. Donc, en sortant de là, je me suis dit, bon, là, on va faire quelque chose de simple parce que là, j'ai perdu trop d'amour pour mon métier, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai envie de faire de la pop, j'ai envie de revenir à mes premiers amours. Donc, je me suis retrouvée à faire de la pop avec plein de personnes en studio de manière numérique. Et finalement, mes autres premières amours me manquaient aussi, c'est-à-dire du live avec d'autres musiciens et musiciennes en studio. Donc la journée, je faisais de la pop avec des gens. Le soir, je me retrouvais à faire mes autres chansons en piano-voix. Et puis une fois arrivée à la fin, je me suis dit, mais je peux pas faire l'une et pas l'autre. Elles ont été faites en même temps, ça n'a pas de sens. Donc ça a donné un double album hybride comme ça, avec de la pop d'un côté, du live de l'autre. C'est assez différent. Là, pour le prochain, j'étais au Brésil, j'étais dans un musée de minéralogie. Ouais, et qui du coup, j'ai eu des révélations en le voyant. Alors c'est très frais, donc je vais pas vous en dire grand-chose parce que si ça se trouve dans 3 semaines, ça sera changé, tu vois. Donc je vais le processus créatif qui peut changer à tout exactement, moment. qui évolue en permanence. Mais en tout cas, ce qui est certain me concernant, c'est que
l'actualité est une chose qui impacte énormément mon processus créatif. Vraiment. J'ai eu la chance à 16 ans, c'est-à-dire vraiment enfant en fait, de rencontrer des artistes qui eux-mêmes étaient très politisés. Donc on était dans un bus 9 places pour ma première tournée à faire le tour de la France entière. Et c'était dans les plus belles années de ma vie. Et donc on avait une espèce de lune, c'était, tu sais, les premières enceintes sur lesquelles on mettait de la musique là. Donc tout le monde se battait pour mettre sa musique, sa playlist, son truc, son album. Donc moi je découvrais ce qui aujourd'hui fait partie de mon ADN musical à l'époque. C'était des gens aussi que je voyais créer, je les voyais faire des chansons. Alors, on passait des heures au café à lire les journaux, encore une fois, débattre et tout ça. Et puis derrière, je voyais un article, la manière qu'ils en avaient débattre, et je voyais toute l'évolution de cet article qui était extrêmement choquant à un texte absolument sublimissime, à une chose qui prenait vie en musique, au traitement, du coup, à la manière dont l'arrangement était créé, parce qu'en plus, c'est des gens qui ont la culture du son analogique. Donc, c'est des personnes qui, s'ils vont sampler des choses, vont créer leur propre sample. Tu vois, ils vont Bien pas sûr, aller... oui. Et j'adore, par ailleurs, les personnes qui samplent d'autres morceaux. C'est des créations magnifiques aussi. Mais en l'occurrence, c'est vraiment tu vois, des artisans de dingue. Et je les voyais après, voilà, construire cet arrangement tel vraiment un tableau. C'est vraiment des plasticiens, quoi, avec des couleurs, avec des endroits, avec des équilibres pour arriver jusqu'au mix, au mastering. Et après ça, il y avait une création visuelle. Enfin voilà, tout ce processus créatif extraordinaire partait d'un événement politique qui était relaté par un journaliste dans un journal, tu vois. Donc je pense que c'est quand même très lié à ce que je vois du monde et la manière que ça a de me toucher et que ça a de se déposer en moi, quoi, je crois. Est-ce que tu penses beaucoup avant de passer à l'acte ou est-ce que quand tu composes par exemple, est-ce que tu penses beaucoup, t'es beaucoup dans ta tête ou est-ce que c'est en composant que tu arrives à développer tout ce que tu as envie de dire créativement? Je crois que ça dépend pas mal. Généralement, quand je fais de la pop, je suis en studio avec d'autres gens. Je travaille beaucoup avec un artiste qui s'appelle Renaud Robillot, qui est compositeur et producteur, et avec qui Renaud, c'est assez incroyable de faire de la musique avec lui pour moi, parce que vraiment, j'arrive en studio, on fait des blagues pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, on se dit, bon, gars, va falloir bouger d'ici 1h30, 2 heures, viens, on fait une chanson. J'exagère, mais à peine, vraiment. Et en fait, il prend sa guitare, il a des idées, j'ai des idées, j'écris un texte, il me donne son avis sur le texte, je modifie des machins, il développe des idées en musique, moi pareil. Et puis en fait, en 1h30, on a une chanson, alors qu'à la base, on est arrivé avec rien, ni lui ni moi, tu vois. Et qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là quand tu es en studio et que tu composes? J'adore cette question. Alors, quand c'est avec Renaud, généralement, c'est de l'excitation parce que c'est très ludique. Avec Renaud, on a un rapport, on dirait vraiment en fait, il éveille chez moi un truc qui est très lié à l'enfance. Et je crois que c'est réciproque. Donc, on a un truc d'excitation de gosses qui sont en train de jouer ensemble, tu vois, pour réussir à faire, tu vois, je sais plus comment ça s'appelait, c'était le Morpion, le jeu où tu fais des croix et des routes. Enfin, tu vois, il y a vraiment, ou le Puissance 4, ou le je sais pas. Il y a vraiment un truc d'excitation de genre, ça y est, on a trouvé le truc, tu vois, qui est hyper ludique et que j'adore. Et quand je suis toute seule, c'est moins marrant. Parce que, comme il n'y a pas cet effet ping-pong joyeux, il y a plus un truc de concentration, tu vois, de truc, même si on est concentré avec Renaud, mais c'est quand même très joyeux. Là, quand je suis seule, c'est vraiment cette espèce de truc un peu de concentration de samouraï, de trouver la note et le mot juste, tu vois. Et c'est plus un truc de sensation de justesse, quoi. Vraiment d'être exactement là où il faut, au bon endroit, quand il le faut. C'est moins ludique. Mais j'adore aussi ce processus, mais c'en est un autre. Est-ce que t'es dur avec toi-même créativement? Oui, mais je pense que c'est ce qui fait que du coup, à la fin, je suis contente quand il y a une chanson que j'assume au point de la produire et de la mettre dans un album. Mais oui. Et qu'est-ce que la chanteuse Camélia apporte à l'actrice? La voix, étonnamment. Enfin, pas étonnamment, justement. C'est marrant parce que c'est une question que j'adore poser aux réals avec lesquels je travaille. La voix d'une personne fait absolument toute la personne pour moi. Peu importe, tu peux avoir tel ou tel physique, tel ou tel style, telle ou telle couleur de peau, tel ou tel accent, de parler du sud, du nord, d'un autre pays, d'où tu veux. Le timbre de voix fera, à mes yeux, alors c'est peut-être parce que je suis sensible à ça, mais pour moi, fera la personne.
Et du coup, c'est trop ludique et hyper excitant, je trouve, de trouver la voix d'un personnage et de la tenir en plus, en fonction de la séquence, en fonction du degré d'émotion du personnage, en fonction de ce qu'elle subit et tout ça, et de ce qu'elle vit dans l'histoire qu'on raconte. Donc ouais, la voix, ouais. Et comment tu choisis tes personnages ? C'est vraiment une question de scénario. Parce que pour le coup, j'adore faire des premiers films, tu vois, je suis pas du tout dans un truc... J'adore ça. Vraiment, j'adore les premiers films parce que je trouve qu'il y a une promesse, en même temps, il y a un truc de confiance, généralement, entre un ou une réal qui réalise pour la première fois et son acteur ou son actrice. Et cette confiance-là, elle est très, très grisante. Et je trouve que du coup, elle permet une vraie générosité des deux côtés, en fait. Et ça, c'est un truc qui me touche beaucoup sur les tournages. Donc en fait, que ce soit un premier film ou que ce soit une personne avec laquelle je rêve de travailler depuis longtemps, ce qui est sûr, c'est que c'est une question de scénario. C'est-à-dire que je me verrais pas, par exemple, travailler avec un grand réal ou une grande réal si dans le scénario il y a des choses que j'ai pas envie de défendre, en fait. Et à l'inverse, évidemment, s'il y a un premier film dont je lis le scénario et qui me touche énormément, j'y vais vraiment les yeux fermés, quoi. Et comment, du coup, ton expérience dans le cinéma nourrit ta créativité ? Déjà, ça me permet une immense liberté parce que je deviens quelqu'une d'autre, ce qui est l'un des trucs que je préfère dans ce métier. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'enfile un costume, je suis une autre personne. Et je dois faire croire à 40 personnes, entre 40 et 70 personnes autour de moi, que je suis vraiment une autre personne. Et derrière, il faut que les personnes qui vont voir le film y croient aussi. Donc ça m'amuse énormément. Maintenant, je pense que... Donc déjà, voilà, ça m'apporte une certaine liberté parce que même si l'amour de soi, c'est formidable et ça demande du travail et c'est génial d'apprendre à le faire et tout ça, pouvoir se déposer soi une seconde et être quelqu'une d'autre, c'est quand même très reposant aussi. Et puis, c'est aussi, encore une fois, très ludique parce que du coup, tu sais, j'ai vu un morceau, un extrait d'interview de Meryl Streep il n'y a pas si longtemps, qui est génial, dans laquelle, justement, on lui pose une question par rapport à son métier. Et elle dit une chose que je préfère dans mon métier, c'est de pouvoir me lever le matin et tomber follement amoureuse, mais pas complètement. Et un autre matin, je me réveille et je vais mourir, mais pas complètement. Et le jour d'après, et en fait, elle fait ça, tu vois, avec plein de situations de vie magnifiques, quoi, ou dures. Et en effet, c'est ça qui est formidable. Comme elle dit, c'est qu'en fait, le soir, je rentre chez moi, je dépose mon costume et je dîne à la maison avec l'être aimé, si être aimé il y a, ou pas, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, il y a déjà cette chose-là dans le métier d'actrice, que de devenir une autre et de se permettre des choses que toi, tu ne vas pas forcément vivre dans ta journée en tant que toi-même. Donc ça, c'est quand même un apport dans la vie en termes de sensations, parce que moi, quand je joue, j'y crois. Oui. Tu vois, s'il y a une séquence où on a tué mon frère, j'y crois. C'est un peu triste, ça. C'est horrible. Mais et s'il y a un moment où il y a où je suis en train de quitter l'amour de ma vie, mais pour des raisons auxquelles mon personnage croit, mais je suis vraiment en train de le vivre, tu vois. Et du coup, il y a cette chose extraordinaire qui est qu'en fait, tu te libères de charges émotionnelles qui, pour pouvoir les sortir, elles sont forcément à un endroit dans toi, oui. Tu vois. Elles sont en toi à un endroit, ces émotions. C'est pas possible autrement. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je crois à ça et je travaille plutôt de cette manière-là. Donc, voilà, ça m'apporte tout ça. Et après, il y a tout le travail en parallèle. Alors, en fonction des rôles, soit ça peut être... tu peux incarner une personne qui a existé. Donc, dans ce cas-là, c'est toute la documentation qui va avoir, tu vois, qui va être nécessaire autour de cette personne, autour de son histoire. Et ça aussi, c'est une nourriture extraordinaire à chaque fois, que ce soit une pièce de théâtre ou un film. En fait, c'est un métier qui t'oblige presque à te cultiver toute ta vie, quoi. C'est trop beau. Dernière question. Est-ce que tu as un alter ego ? Parce que parfois, tu arrives au studio et t'es pas Camélia, t'es quelqu'un d'autre et ça se passe différemment. Alors, c'est pas au studio, justement, parce qu'en studio, j'ai vraiment besoin d'être moi, comme je te disais, c'est pour ce truc un peu d'être à l'endroit le plus juste, et ça, c'est quand même très intérieur. Non, c'est plutôt pour mes rendez-vous businesswoman, justement. Donc, j'enfile mes bottes moi-même de mon auto-manageuse, et je me dis, là, tu n'es plus Camélia artiste, tu es Camélia businesswoman. Donc, en fait, il faut mettre la casquette productrice et parler vraiment comme une businesswoman qui connaît les chiffres, qui connaît les délais, qui connaît les timings, pour pouvoir
en fait, mettre les gens au pied du mur, mais avec douceur pour finir par arriver à tes fins. Si tu le fais pas avec douceur et bonté, de toute façon, ça passe pas. Et moi, en plus, j'aime pas trop quand les gens parlent pas gentiment, donc j'ai plutôt tendance à essayer de parler gentiment aussi dans la vie. Donc, ouais, sincérité, bonté, gentillesse. J'essaie de les garder comme mot d'ordre, même quand j'enfile ma casquette de businesswoman. Super mot de la fin. Écoute, merci beaucoup, Camilla. Merci à toi, Pam. C'était un plaisir. Merci beaucoup.